Télé 50, simplement congolais. Accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, RDC, Rwanda. L'Assemblée nationale a déclaré recevables les projets de loi des ratifications de cet accord. Ces textes désormais transmis à une commission mixte feront l'objet d'un examen approfondi avant leur adoption en plénière dans les prochains jours. Nouveau naufrage sur le lac Tanganyika. Les bilans provisoires fait état des 16 morts et quelques rescapés. Une pirogue renversée est à la base de ce drame, non loin des Calémies. Au Bénin, Romuald Wagdani remporte la présidentielle avec 94% de suffrages exprimés. Les résultats provisoires du scrutin le dimanche ont été annoncés par la Commission électorale nationale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce lundi 13 avril deux projets de loi majeurs, à savoir la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'accord de paix signé avec le Rwanda. Ils sont envoyés à la Commission Relations extérieures pour un examen approfondi. Cette commission dispose d'un délai de 24 heures pour déposer le rapport de son travail. La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a déclaré recevables deux projets de loi majeurs, à savoir la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'accord de paix signé avec le Rwanda. C'était au cours de la séance plénière de ce lundi 13 avril 2026, présidée par l'honorable président Aimé Boji-Songara. Présenté par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, l'accord RDC-États-Unis d'Amérique établit un partenariat stratégique dans des secteurs clés tels que le minéraux critique, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Il prévoit un cadre de coopération structuré avec deux mécanismes conjoints de suivi tout en garantissant le respect de la souveraineté nationale. Les seconds textes portés sur l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Il vise la cessation des hostilités, le respect de l'intégrité territoriale, le désengagement de forces et la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire en vue d'une stabilité durable dans la région. Au cours des débats, plusieurs députés ont insisté sur la nécessité de la transparence, des vigilances parlementaires et du respect strict des engagements, notamment par la partie rwandaise. Une motion soulevée par l'honorable Soumeyi mettant fin au débat a été adoptée, permettant de passer au vote. À l'issue du vote, dont la lecture a été faite par l'honorable rapporteur, le professeur Jacques Thiolier-Singekeli, article par article, les résultats se présentent comme suit. 346 voix pour, 7 contre, 2 abstentions sur 355 députés votants. Et puis le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacques Chabani, est visé par une motion de défiance initiée par les députés nationaux Ladi Yango Tikala. Ce dernier reproche au patron de la territoriale l'incompétence dans sa gestion sur la sécurité du pays. Enfin, la représentation nationale de la République démocratique du Congo a réagi aux cris de la population sur de nombreux cas d'insécurité, marqués notamment par les phénomènes braquage et kidnapping. L'annonce a provoqué une onde de choc dans les couloirs du palais du peuple. Ladi Yango Tikala, député de la majorité, a eu le courage de faire face à un ministre du gouvernement. Tenant compte du seuil émis par le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, 50 élus ont déjà approuvé de mettre Jacques Chabani
sur une chaise éjectable, l'accusant d'incompétence face à l'augmentation de l'insécurité à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Un véritable coup de tonnerre qui frappe le patron de la territoriale de la RDC en dépit de l'opération Ndobo qu'il a lancée pour éradiquer l'insécurité persistante. L'annonce fréquente des arrestations des délinquants urbains appelés communément Kuluna et leur présentation devant les tribunaux semble avoir eu un impact minime sur la vie quotidienne des Kinois au regard de la démarche initiée par l'élu de Kisangani. Avant les dépôts de ces textes, l'homme de la situation avait déjà fait objet d'une question orale avec débat au sujet de la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale congolaise il y a 4 semaines, après avoir qualifié d'une rumeur les alertes de la population sur l'ampleur des kidnappings, une reproche qui lui aurait été également faite à plusieurs reprises par le président de la République lors des différentes réunions du Conseil de ministres. Dans les coulisses, cette initiative ne semble avoir aucun impact sur l'avenir du ministre de l'Intérieur au regard de son influence au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi. Le bureau de la Chambre basse du Parlement doit désormais étudier la motion de défiance qui doit ensuite être rajoutée à l'agenda d'une session plénière. Avant son adoption, elle devra obtenir l'approbation de la plupart des députés présents. Le ministre Chabani, lui, sera autorisé à se défendre, à répondre aux allégations et à soumettre son bilan. Son soutien pourrait venir de ses collègues du gouvernement ainsi que du député de la majorité. Selon les calendriers du Parlement, le vote pourrait se dérouler dans les jours à venir ou dans les semaines prochaines. En outre, la République démocratique du Congo franchit un cap historique sur le plan économique. Le pays a réussi sa toute première émission d'Eurobond, mobilisant plus d'1 milliard de dollars sur les marchés internationaux. Une opération stratégique qui vise à financer des projets structurants et à renforcer la crédibilité financière de la RDC à l'échelle mondiale. La République démocratique du Congo franchit une étape majeure dans son histoire économique avec la réalisation de sa première émission obligatoire internationale communément appelée Eurobond, estime Doudou Fwamba Likonde Libota, ministre des Finances. Lors de son point de presse pour l'argentier de la République, cette opération, concrétisée le 9 avril 2026 dans le cadre de l'opération Beauté, marque une ouverture décisive du pays aux marchés financiers internationaux et témoigne d'une volonté affirmée de renforcer son développement économique. Un eurobond est un instrument financier permettant à un État d'emprunter des fonds sur les marchés internationaux, généralement en devises étrangères comme le dollar ou l'euro. Il s'agit d'un titre de dette à taux fixe, remboursable sur plusieurs années. Pour la RDC, cette émission inaugurale a permis de mobiliser un montant total de 1,25 milliard de dollars répartis en 2 tranches avec des échéances respectives en 2032 et 2037. Cette initiative s'inscrit dans un contexte macroéconomique jugé favorable. En effet, la RDC affiche une croissance économique soutenue avec un taux moyen de 7% ces dernières années et une inflation maîtrisée. De plus, le pays bénéficie d'une amélioration de sa notation financière par les agences internationales, traduisant une confiance accrue des investisseurs. Ces avancées sont notamment le fruit des réformes engagées avec l'appui du Fonds monétaire international visant à renforcer la discipline budgétaire, lutter contre la corruption et améliorer la gestion des finances publiques. L'émission de cet eurobond présente plusieurs avantages stratégiques. Elle permet d'abord de diversifier les sources de financement du pays, réduisant ainsi sa dépendance aux aides extérieures traditionnelles. Elle offre également un accès à des ressources financières importantes sur le long terme, nécessaires pour financer des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du social. Par ailleurs, cette opération constitue un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux. Elle renforce la crédibilité de la RDC sur la scène financière mondiale et peut favoriser l'attraction de nouveaux capitaux privés. En interne, elle contribue à dynamiser les secteurs bancaires et à faciliter l'accès au financement pour les entreprises locales. Les fonds mobilisés seront orientés vers des projets prioritaires, notamment l'extension de l'aéroport d'Ndjili, la modernisation des infrastructures urbaines de Kinshasa, la construction des lignes des transmissions électriques ainsi que les développements des centres de formation professionnelle. Ces investissements visent à soutenir une croissance inclusive et améliorer les conditions de vie des populations. Malgré l'ampleur de l'opération, son impact sur la dette publique reste limité. L'endettement des pays demeure à un niveau soutenable en conformité avec les engagements pris dans le cadre du programme
avec le FMI. L'émission de cet eurobond représente bien plus qu'un simple emprunt. Elle constitue un levier stratégique pour le développement de la RDC, ouvrant la voie à une intégration accrue dans l'économie mondiale et à une transformation structurelle durable. Je le disais, 16 morts dans un nouveau naufrage meurtrier sur le lac Tanganyika, près des Kalemi. Une pirogue des transports s'est renversée, causant la mort de ces 16 personnes, tandis que 5 autres ont survécu. Ce drame, loin d'être le premier dans la région, relance la question de la sécurité sur les eaux du lac, souvent marquée par des accidents similaires. En effet, c'est devenu comme une culture locale pour les populations riveraines du lac Tanganyika d'utiliser ces embarcations en bois comme moyen de transport de proximité pour atteindre les centres de consommation. Tantôt pour aller écouler leurs produits de pêche ou encore pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Malheureusement, ces embarcations ne sont pas du tout contrôlées par des services maritimes et elles sont souvent exposées à des intempéries et d'autres catastrophes naturelles imprévisibles sur les lacs. Comme vous le savez, le lac Tanganyika n'a pas un climat fixe. Vous pouvez être sur les lacs et du coup, les vents surgissent avec des mouvements de vagues intenses, des tourbillons qui peuvent à tout prix faire chavirer des pirogues, des navires et faire couler même des grands bateaux. Et malheureusement, dès lors que vous connaissez un tel accident sur les lacs Tanganyika, en tout cas, les morts ne sont pas à éviter. Alors pour cette embarcation qui était en provenance de Kassama, dans la proche encablure sud de la ville de Kalemi, et qui devrait accoster sur la plage de Kamkolobondo, dans la commune de Kalemi, c'est une plage de fortune, et cette embarcation s'est croisée avec un vent violent, presque dans le large du village Mutakuya, et malheureusement, cette embarcation s'est écrasée et laissant tout son contenu, c'est-à-dire des marchandises qui étaient d'ailleurs en surcharge et une vingtaine de personnes qui étaient à bord, qui commençaient déjà à flotter au gré des vagues. Et malheureusement, ce sont des morts qui sont à compter au petit matin. Déjà, les habitants du littoral ont eu à signaler l'accostage de certains effets qui étaient dans l'embarcation et même certains corps qui étaient comme précurseurs, qui étaient comme l'effet déclencheur même de l'information qu'il y aurait un accident lacustre. Alors, les autorités ont été alertées et le bourgmestre de la commune de Kalemi s'est dépêché de lui-même avec ses services sur le lieu, trouvant des populations en pleine recherche d'autres corps. Et alors, le bilan provisoire a été élaboré par l'autorité municipale. 16 morts, donc, dont les corps ont été repêchés, c'est-à-dire 9 corps d'adultes et 9 corps d'enfants. Il y a eu également 5 personnes qui ont été rescapées vivantes et des disparus dont le nombre n'est pas encore connu jusqu'à présent. Mathias Makulovera, correspondant de Télé 50 depuis Kalemi, merci. À Beni, au Nord Kivu, des milliers d'habitants sont privés d'eau potable depuis 3 semaines. Face au silence de la régie publique, les familles se tournent vers des sources dangereuses pour leur santé, faisant craindre une probable épidémie. La société civile tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à une intervention urgente. Depuis 3 semaines, le quotidien des habitants de Beni a basculé dans la débrouille. Dans le quartier résidentiel Kanzuli, Tamende, Ntoni et Makampane, les robinets de la régie des eaux sont à sec. Aucune explication pour justifier cette pénurie d'eau de la part des responsables locaux de la régie des eaux. Pour les familles, cette coupure prolongée n'est pas qu'un simple inconfort, c'est une épreuve qui complique chaque geste du quotidien, du nettoyage de la maison à la préparation des enfants pour l'école. Face à cette pénurie, les ménages n'ont d'autre choix que de se tourner vers des solutions de fortune, comme les puits artisanaux ou l'eau de forage, dont la qualité est très incertaine. Cette alternative comporte des risques sanitaires réels entre le démangeaison cutanée et la peur des maladies liées à une eau insalubre. La santé des enfants est en jeu. La situation est jugée critique par la coordination urbaine de la société civile locale. Maître Pepin Kavota, son président, prévient que l'usage prolongé d'eau non potable expose la population à des graves maladies hydriques, voire à une épidémie dans la zone de santé.
Face à ce calvaire, la société civile interpelle directement les autorités provinciales et nationales. L'accès à l'eau est un droit fondamental, rappelle Maître Kavota, exigeant des mesures immédiates pour soulager la population forcée d'effectuer désormais des très grandes distances chaque jour pour trouver quelques litres d'eau. Dans un communiqué publié le lundi 13 avril, le ministre de la Justice, Guillaume Nguefa, assure que toute la lumière sera faite sur le crime de M. Amissi Issavali, survenu entre la nuit du 9 au 10 avril 2026 dans la commune de La Gombe à Kinshasa. La victime est un grand homme d'affaires résidant en Afrique du Sud, plus précisément à Pretoria, tué dans son appartement dans l'immeuble La Renaissance. Toutefois, les autorités judiciaires ont saisi cette affaire en ouvrant une enquête sur ce crime. Une première en République démocratique du Congo, la gouverneure du Lualaba a assisté à la mise en service de la nouvelle passerelle d'embarquement du nouvel aéroport de Kolwezi. Les premiers essais étaient faits avec 2 avions CAA. Cette infrastructure indispensable dans le processus de certification de la plateforme aéroportuaire de la capitale provinciale par l'Organisation de l'aviation civile internationale et incarne, selon les passagers, l'expression parfaite du patriotisme Tshisekedi. Nous ne sommes pas dans un pays européen ni aux Émirats arabes unis, mais dans la province du Lualaba. Le nouvel aéroport de Kolwezi vient de franchir un nouveau cap de son opérationnalisation lundi 13 avril 2026 avec en toile de fond sa passerelle d'embarquement, autrement appelée bras satellitaire. L'un des équipements majeurs de la nouvelle aérogare de la capitale provinciale, inaugurée en juin dernier par le chef de l'État. Une première en République démocratique du Congo. Le premier essai a été effectué avec 2 avions gros porteurs de la compagnie africaine d'aviation. La gouverneure Fifi Masuka Saini, accompagnée de Jeffrey Masuka, son ministre des Transports, de quelques membres de son gouvernement et de ceux du comité provincial de sécurité, a fait le déplacement, ce qui marque un pas important vers la certification de cette infrastructure par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans un avenir proche, le statut d'aéroport international. Fifi Masuka Saini a encore fait parler son sens du détail, de la rigueur, de l'ordre et de la discipline qu'elle réussit progressivement à inculquer aux équipes sur place. La vision du président est en train de prendre forme chaque jour depuis l'année passée lors de plusieurs inaugurations. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce qui se passe au niveau de l'aéroport. J'interpelle toute la population qui va passer par l'aéroport de Kolwezi de pouvoir suivre les indications. Notre aéroport parle. Regardez seulement comme si vous étiez dans d'autres aéroports dans le monde. Faites la même chose au niveau de la République démocratique du Congo, dans la ville de Kolwezi. À Kinshasa, de plus en plus de jeunes diplômés peinent à trouver un emploi correspondant à leur formation. Entre un enseignement souvent théorique et un marché de travail en constante mutation, le fossé se creuse, révélant un déséquilibre préoccupant pour l'avenir de la jeunesse congolaise. À Kinshasa, la question de l'adéquation entre la formation universitaire et le marché de l'emploi s'impose comme une réalité préoccupante. Chaque année, les universités de la capitale congolaise déversent sur les marchés du travail des milliers de diplômés pleins d'espoir, mais rapidement confrontés à un manque d'opportunités concrètes. Dans les auditoires, l'enseignement reste majoritairement théorique. Les étudiants accumulent des connaissances académiques solides, mais disposent rarement des compétences pratiques recherchées par les employeurs. Les stages sont insuffisants, parfois inexistants, et les liens entre les universités et les entreprises demeurent faibles. Normalement, dans notre domaine, la restauration, nous cherchons les étudiants ou les diplômés prêts. Les universités ne préparent pas tellement bien pour intégrer dans le monde du travail parce que
on voit souvent les lacunes que les étudiants ont pour s'intégrer facilement dans le business. Résultat, les jeunes diplômés se retrouvent souvent mal préparés aux exigences du terrain. Parallèlement, le marché de l'emploi à Kinshasa évolue rapidement. Certains secteurs comme les numériques, le commerce informel ou l'entrepreneuriat offrent de nouvelles perspectives, mais les formations universitaires ne suivent toujours pas ces mutations. Ces déséquilibres a des conséquences visibles dans la ville. Le chômage des jeunes diplômés est en hausse et beaucoup se trouvent vers des activités informelles pour survivre. D'autres acceptent des emplois sans rapport avec leur formation, ce qui entraîne une dévalorisation des diplômes et une frustration croissante chez les jeunes. Je suis un étudiant en médecine en 3e année et déjà en étant étudiant en médecine, le contexte ne me permet pas forcément d'avoir beaucoup de temps. Donc, on privilégie, on essaye de trouver des jobs étudiants, des jobs qui sont déjà assez dans certaines entreprises. Il faut déjà avoir un certain nombre d'années prédéfinies d'expérience. Face à cette situation, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à une réforme du système éducatif. Il devient urgent de renforcer les formations pratiques, de développer les partenariats entre universités et entreprises et d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. La valorisation de filières techniques et professionnelles apparaît également comme une piste essentielle pour mieux répondre aux besoins du marché. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, rétablir l'équilibre entre la formation universitaire et l'emploi représente un enjeu majeur. Il en va non seulement de l'avenir des jeunes diplômés, mais aussi du développement économique et social de tout le pays. Et dans ces registres, justement, avec un taux de chômage de jeunes estimé à plus de 70% à Kinshasa, le petit commerce s'impose comme le premier bassin d'emploi de la capitale. Entre survie et entrepreneuriat, des milliers de jeunes compris entre 18 et 30 ans inventent leur propre économie sur les marchés, les avenues et les réseaux sociaux. Décryptage de ces phénomènes dans ces récits. Dans les rues animées de Kinshasa, ils sont nombreux à vendre des friperies ou des crédits téléphoniques. Ceux qui n'ont, souvent sans emploi stable, ont choisi la débrouille pour faire face aux réalités économiques difficiles. Faute d'opportunités dans les secteurs formels, les petits commerces s'imposent comme une alternative accessible. Avec peu de moyens, certains démarrent leur activité grâce à des petits fonds réunis auprès des proches ou issus d'économies personnelles. Pour eux, chaque jour est une lutte pour gagner de quoi vivre. Mais cette situation n'est pas sans défi. Les revenus restent irréguliers, la concurrence est forte et l'absence de soutien financier ou institutionnel complique davantage leur quotidien. Malgré cela, ces jeunes font preuve d'une grande créativité et d'une forte capacité d'adaptation. Je suis vraiment fière du travail que je fais parce que grâce à mon commerce, tout va bien. Dans le monde de la friperie, je suis mère de 2 enfants. Mon commerce m'aide et toute ma famille. Le mari ne soutient pas seulement à 100%. Je donne un exemple. Lorsque j'achète ma friperie à $100, à la fin, par la grâce de Dieu, j'obtiens $150. J'encourage toutes les femmes dans la vente de friperie. Aucun business dans ce pays ne paye pas. Dans une ville où les chômages restent élevés, la débrouillardise apparaît comme une réponse immédiate pour de nombreux jeunes. Mais derrière cette réalité s'y pose pour de nombreux jeunes. Ce travail m'aide beaucoup parce que je suis camerounais. J'ai quitté mon pays pour venir travailler à Kinshasa et gagner de l'argent. Ça fait 8 ans que je suis à Kinshasa et que je fais ce métier. Je suis venu à Kinshasa pour retrouver une personne, mais celle-ci m'a abandonné. Et c'est comme ça que j'avais pris l'initiative de faire ce travail de nettoyeur de chaussures. Et j'entretiens ma copine et je loue ma maison grâce à ce travail. Mais derrière cette réalité se pose la question d'un encadrement et des solutions durables pour améliorer leurs conditions de vie. Et puis les paris sportifs se situent à la frontière fragile entre le divertissement et l'addiction, un équilibre que la loi tente de maintenir par des mécanismes et des régulations strictes. Si l'activité est autorisée, elle impose aux opérateurs des devoirs, des préventions impératives tels que le contrôle des accès et la surveillance des comportements à risque. Pour mieux protéger les joueurs sans interdire cette pratique, des réformes axées sur
la limitation de l'impulsivité, un marketing plus éthique et une coopération renforcée entre les plateformes apparaissent comme des leviers essentiels pour conjuguer liberté des consommations et santé publique. À Kinshasa, le jeu de hasard chez les jeunes ne relève plus du simple divertissement. Il s'impose désormais comme une véritable stratégie de survie quotidienne. Dans un contexte marqué par la rareté de l'emploi, la frontière entre loisirs et nécessités économiques s'efface progressivement, faisant des agences de jeu des acteurs centraux, bien que fragiles, de la vie financière de nombreux ménages. Sur le plan économique, le pari est perçu par ses adeptes comme une forme d'investissement à rendement rapide. L'objectif est clair, transformer une mise modeste en un gain capable de couvrir des dépenses urgentes comme le loyer ou la nourriture. Cette pratique prospère sur l'instabilité financière de joueurs qui, en l'absence d'opportunités professionnelles formelles, en viennent à considérer le hasard comme une activité de proximité. Peu à peu, le jeu s'impose comme une solution de facilité, occultant les risques bien réels de pertes répétées, de surendettement et d'appauvrissement à long terme. De leur côté, les opérateurs du secteur défendent leur rôle en invoquant une forme de régulation sociale. Ils présentent le jeu comme un exutoire face aux pressions du quotidien et une réponse indirecte au chômage élevé, en offrant une occupation et l'espoir d'un gain immédiat à une jeunesse en manque de perspective. Ces entreprises s'ancrent dans leur tissu urbain comme des prestataires des services. Toutefois, cette justification masque une réalité fondamentale. Le modèle économique du jeu de hasard est structurellement conçu pour favoriser l'opérateur sur la durée au détriment de joueurs, en particulier le plus vulnérable. Au final, cette dynamique engendre un véritable paradoxe social. Le pari sportif agit comme une soupape temporaire qui, au lieu de réduire la précarité, contribue à l'entretenir. Il transforme le chômage structurel en un marché du hasard où la dépendance devient un moteur économique. Loin de consolider les ménages, cette pratique fragilise davantage les économies locales en détournant l'épargne vers des activités qui, par nature, ne génèrent aucune valeur durable pour la société. L'intelligence artificielle continue de gagner de terrain dans les milieux de jeunes, tant à l'université qu'est dans le monde du travail. Si elle facilite de nombreuses activités intellectuelles, son usage suscite aussi des inquiétudes, notamment face au risque de dépendance et de la paresse chez les jeunes qui peu à peu sont en train de perdre le sens de l'effort. Notre équipe de reportage a échangé avec quelques-uns. Suivez. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique simulant des capacités humaines, raisonnement, apprentissage, créativité via des algorithmes. Elle est un outil qui permet d'obtenir des informations rapidement chez les étudiants et l'aide à mieux comprendre les cours, à faire des recherches et surtout améliorer les résultats scolaires. C'est un outil intéressant et très utile pour les jeunes gens de notre génération, malheureusement qui est mal utilisé, puisqu'elle fait tout le travail de réflexion à la place de l'élève ou à la place de l'apprenant. Pourtant, c'est un outil qui permet d'améliorer les performances dans sa productivité. Elle permet aussi de limiter les heures de recherche pour aller directement au but. En tout cas, c'est un outil qui peut être mieux utilisé, je pense. Dans le monde professionnel, les jeunes utilisent également l'intelligence artificielle pour gagner du temps, mieux organiser leurs tâches et être plus efficaces. Elle contribue à améliorer la productivité au travail. Pour que l'IA soit excellente en termes d'accompagnement, la personne qui questionne l'IA doit avoir un background assez consistant par rapport à son domaine. Je pense, moi, je travaille dans le secteur communicationnel. Je dois avoir un background assez costaud en matière d'écriture journalistique, en matière d'analyse d'un papier. Je ne peux pas demander à IA de me fournir un papier si moi-même je ne sais pas c'est quoi les critères d'un papier, comment est-ce qu'un titre doit se présenter, comment est-ce qu'un papier doit commencer par quoi. L'IA peut me donner des données en pêle-mêle, mais si moi j'ai un background, je saurai comment orienter IA pour que l'IA me fournisse des réponses qui sont assez utiles. Cependant, l'utilisation excessive de l'intelligence artificielle pose problème
Certains jeunes s'y habituent à telle enseigne qu'ils réfléchissent de moins en moins par eux-mêmes. Cette dépendance peut freiner le développement de leurs capacités personnelles et intellectuelles. Personnellement, l'intelligence artificielle m'aide beaucoup. Je l'utilise quasiment toutes les heures. Dès que je veux savoir un truc, j'y vais et j'ai une réponse. Mais comme désavantage, je dirais, elle rend les gens dépendants. Somme toute, l'intelligence artificielle est surtout venue révolutionner le monde de la recherche. Mais pour en tirer les meilleurs, il est important de l'utiliser avec modération et responsabilité. Sur le continent, direction le Bénin, Romuald Wadagni a remporté la présidentielle avec 94% du suffrage exprimé. Les résultats provisoires du scrutin des dimanches ont été annoncés par la Commission électorale nationale autonome, Sénat en sigle, dans la nuit du lundi 13 à ce mardi 14 avril 2026. Une fois ces résultats confirmés par la Cour constitutionnelle, âgé de 49 ans, l'ancien ministre des Finances du Bénin va succéder à Patrice Talon à la tête du pays. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Accord RDC-États-Unis et RDC-Rwanda, l'Assemblée nationale a déclaré recevable les projets de loi des ratifications de cet accord. Ces textes désormais transmis à une commission mixte feront l'objet d'un examen approfondi avant leur adoption en plénière dans les prochains jours. Nouveau naufrage sur le lac Tanganyika. Le bilan provisoire fait état de 16 morts et quelques rescapés. Une pirogue renversée est à la base de ce drame, non loin des Calémies. Au Bénin, Romuald Wadagni remporte la présidentielle avec 94% des suffrages exprimés. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche ont été annoncés par la Commission électorale nationale. Restez avec nous, tout de suite, c'est la revue de presse. Comme tous les mardis, j'ai le plaisir de recevoir de l'autre côté du plateau Damaris Kayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko et salutations respectueuses à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Deux sujets pour votre revue de presse. On commence par l'Assemblée nationale. Les projets de loi sur les accords de Washington déclarés recevables. Exactement Nathalie Yoko, vous venez là de prononcer les titres du média La Prospérité qui a épinglé le sujet à sa une. Nathalie, le média nous apprend que l'Assemblée nationale a déclaré recevable deux projets de loi majeurs, à savoir la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'accord de paix signé avec le Rwanda. C'était au cours de sa séance plénière de ce lundi 13 avril 2026, présidée par son président Aimé Boji Sankara. Présenté par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, l'accord RDC-États-Unis établit un partenariat stratégique dans des secteurs clés tels que les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures et la sécurité. Pour sa part, la référence plus voix dans les deals miniers contre la sécurité signés avec les USA, une avancée qui, bien que lente, permet au pays de tirer progressivement son épingle du jeu face aux prédateurs de ses richesses. Dans son éditorial intitulé « Sortir de sa prison », ce quotidien présente la RDC, Nathalie, comme un pays prisonnier de ses propres richesses et de ses prédateurs. Il estime que ces accords stratégiques sont des outils pour mettre le prédateur hors état de nuire, tout en dénonçant la complicité de certains fils du pays qui sabotent ses efforts par la corruption. Et pour finir avec ce sujet, le potentiel aussi à essayer en tout cas de traiter le sujet. Il titre d'ailleurs « Kinshasa, le député déclare recevable des accords stratégiques avec les USA et le Rwanda ». Pour ce quotidien, Nathalie, l'enjeu est de taille. Il s'agit d'une diplomatie de réalisme. Le journal souligne ici que l'accord avec les États-Unis porte sur des secteurs vitaux comme les mines, l'énergie et les infrastructures. En ce qui concerne l'accord avec le Rwanda, le journal note qu'il s'inscrit dans une volonté d'escalade malgré un climat de méfiance persistant visant à stabiliser l'Est par des engagements mutuels de respect et de la souveraineté. Merci Damaris, on va prendre le dernier sujet. Héromonde RDC, Doudou Fwamba, Likunde, Libotaï, j'aime préciser.
a détaillé 7 projets structurants pour 1,25 milliard de dollars. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à aimer préciser, en tout cas, ces détails de Doudou Fambali, Kondeli Botaï. Jean-David Kilolo également a épinglé dans son élément qui est passé d'ailleurs tout à l'heure ces sujets aussi importants. Info 27 aussi, de son côté, Nathalie a traité l'information. Il titre « Eurobond RDC, Doudou Famba détaille 7 projets structurants pour 1,25 milliard de dollars. Le quotidien salue la levée par la RDC de 1,25 milliard de dollars via Eurobond. Les tabloïds soulignent ici que derrière ces 1,25 milliard de dollars, c'est une crédibilité retrouvée que Kinshasa revendique désormais sur le marché financier. Info 27 parle d'un succès décisif. Selon ce quotidien, la demande a dépassé 4 fois l'offre malgré que la RDC a retrouvé sa crédibilité auprès des investisseurs internationaux sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans ses colonnes, le journal précise que cette levée de fonds marque une sortie de la dépendance exclusive au financement concessionnel. Ces fonds, selon les médias, serviront à financer 7 projets structurants pour le pays. Congo Nouveau aussi, de son côté, Nathalie Yoko a traité l'info. Il titre à sa une « Doudou Famba explique les avantages de l'eurobond pour la RDC ». Quelles sont ses explications? Le ministre Doudou Famba a expliqué que l'eurobond n'est pas un endettement simple, mais exige une grande crédibilité, une transparence et une bonne gouvernance d'une action économique d'un pays. Il a souligné que l'eurobond est une obligation de dette libellée en devises étrangères et émise sur le marché des capitaux internationaux. Les avantages de l'eurobond sont nombreux, notamment la diversification de sources de financement, l'accès au marché des capitaux internationaux et l'amélioration de la crédibilité de la RDC. Le média clôture ici en disant que l'eurobond aura également un impact sur l'ensemble de l'économie, notamment sur le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'éducation. RFI aussi, de son côté, Nathalie Yoko a traité l'information. Cette fois-ci, RFI s'est fié en tout cas de l'expertise ou bien de la présence de son correspondant sur place. On l'appelle ici Pascal Moulegua qui a rapporté à RFI l'information. Il dit il signale que près de la moitié de projets concernant la capitale de la RDC, avec notamment la construction d'un nouveau terminal de 49 000 mètres carrés à l'aéroport ici d'Ndjili, capable d'accueillir 5 millions de passagers par an. Quelques 300 km de routes sont également prévus, ainsi qu'une rocade de 31 km avec échangeurs et ponts. Les autres investissements visent le développement d'un réseau de lignes de transmission électrique de 330 kV, permettant une connexion entre la Zambie et la ceinture du cuivre de la RDC. On peut clairement comprendre ici, Nathalie Yoko, que cet investissement servira beaucoup à la RDC sur quelques points essentiels qui, en tout cas, perçoivent un peu l'inquiétude des Congolais, notamment la rocade, aussi cet aéroport d'Ndjili qui pourra être modernisé. On attend de voir ce que le financement pourra donner. Tout est clair. Merci beaucoup, Damaris, pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier, Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.